Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, gros épisode parce qu'on parle d'une grosse fac, mais j'ai aussi avec moi, vous le connaissez, le King, l'homme. Non, t'es plus undisputed maintenant parce que t'as perdu face à Cody Rhodes. Ryan Reigns, comment vas-tu? J'ai perdu. Qu'est-ce que tu veux? J'ai perdu comme, écoute, comme la gauche face aux petites élections. Non, pas encore d'ailleurs. À l'heure où on enregistre, c'est pas encore tout à fait fait. Mais voilà, écoute, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est vrai. Au moins, j'ai la décence de perdre sur la plus grande scène au monde, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on est en plein milieu d'un bouleversement politique en France et c'est un petit peu compliqué parce que, genre là, tu vois, j'étais en train de faire toutes les previews, etc. Je suis en train de bosser dessus à fond. Et en même temps, tu as toutes les infos à côté. C'est un peu le bouillon dans la tête. Et justement, parler un peu de football va peut-être nous sortir de ça et nous faire respirer. Ryan, on va parler de des Tigers d'LSU. Eh bien, les Tigers qui sortent d'une saison plutôt. T'as quelques petits regrets quand même. Bien sûr, quelques petits regrets dans le sens où, on va le dire très vite. Déjà, on va faire un petit, comme pour l'année dernière, comme pour toutes les autres années, une petite rétrospective sur la saison 2023. Donc, on termine quand même. Il faut toujours relativiser. On termine à 10 victoires, 3 défaites. Je pense que pour beaucoup de gens, ils signeraient directement pour une fiche comme ça à la fin de leur saison. On termine par une victoire au bowl, au ReliaQuest Bowl face à Wisconsin. Très bien mené d'ailleurs par nos genoux, donc nos futurs titulaires de cette saison. Gros drive de 98 yards et on finit par gagner 35 à 31 en marquant sur le dernier drive. Autre point sympathique, on peut se le dire ou non, mais ça fait toujours plaisir quand un gars de ta fac est récompensé par le trophée du Iceman, qui récompense quand même le meilleur joueur de tout le pays. Donc voilà, c'est sympa. On avait en plus de ça, on avait Malik Nabers qui était dans la course jusqu'à la fin pour le trophée du meilleur receveur du pays. Donc pareil, ça fait plaisir, mais tu l'as dit, pas mal de regrets dans le sens où il me semble que si vous reprenez les previews qu'on avait faites il y a 2 ans, je disais qu'avec cet effectif-là, on avait peut-être une fenêtre de tir pour le titre sous 2-3 ans. Et cette fenêtre pour le titre, elle est en train de se fermer gentiment. Gros turnover cette année, comme on va le voir plus tard, Elio. Mais ouais, bien sûr, regret parce qu'on avait quand même une attaque absolument incroyable cette année. Une attaque qui, je le pense et je continue de le dire, avait de quoi inquiéter même les dernières équipes en lice. Donc je pense à Michigan, je pense à Washington. Vraiment, je le dis sans sourciller, en regardant n'importe qui droit dans les yeux, cette attaque faisait peur. Cette attaque était très impressionnante. Mais voilà, on le sait, le football, c'est pas seulement les attaques, c'est aussi les défenses. Et là, pour le coup, je pense que toi, le premier, Elio, tu es OK pour le dire, mais LSU nous a habitués à mieux, vraiment mieux de par son histoire. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça chez les Tigers. C'était une défense vraiment catastrophique toute l'année. On a été une serpillière et je pense qu'on termine à 10-3 en grande partie grâce à notre attaque, mais que ça aurait très bien pu tourner vraiment au vinaigre si on n'avait pas une attaque absolument exceptionnelle l'année dernière. Donc ouais, beaucoup de regrets. Ouais, pas mal de regrets. Après, mine de rien, moi je trouve que c'est pas. En fait, c'est des regrets sur des petits détails parce que vous auriez pu aller plus loin, tu vois. Mais c'était quand même la première saison de Brian Kelly à la tête de. Non, n'importe quoi. C'était la deuxième saison de Brian Kelly à la tête de LSU. Je trouve que pour l'instant, quand même, le bilan est pas si mal. Va falloir monter d'un palier maintenant, surtout que c'est à l'heure actuelle. Bon, à part Georgia, mais c'est peut-être le moment où la SEC est le plus prenable avec tous les changements, le départ de Saban, etc. Là, la troisième année, elle peut être charnière pour Kelly et je pense que tu apprends de ce genre de saison. Tu vois, tu as un quarterback qui termine Iceman, mais tu n'arrives pas à aller
en SEC Championship, etc. Genre, je pense que tu vas prendre ce type de saison, et j'espère d'ailleurs, sachant que ce qui va arriver après est plutôt positif pour vous. Déjà, dans un premier temps, vous avez viré votre défensif coordinateur, Matthaus. Ouais, merci, hein. Un petit tour et puis s'en va. Il est resté 2 ans. Ça a été 2 ans très, très compliqués. Et on a beaucoup reproché à Kelly de tarder à le dégager cette saison. Et je continue de penser que s'il avait fait sauter ce fusible un peu plus tôt, il y aurait peut-être eu moyen de sauver cette saison. Mais voilà, Kelly il reste loyal avec son staff, donc il l'a gardé jusqu'à la fin. Maintenant, la saison s'est terminée. Goodbye Matthaus. Je sais même pas ce qu'il devient et franchement, j'en ai rien à faire. Je crois qu'il est aux Jaguars maintenant, parti coacher le linebacker là-bas. Je sais plus exactement. Merci pour tout. Salut. J'espère jamais te revoir. Avec lui, tout son staff défensif qui avait été quand même pas mal critiqué quand il l'a monté. Hein, il y avait beaucoup de gars inexpérimentés. Un des principaux atouts qu'on avait la saison dernière, donc pas la saison 2023, mais 2022, c'était Jamar Cain, qui était un gros nom en tant que coach D-line. Il l'a perdu sur cette année 2023. Donc là, c'était vraiment une année où même le staff défensif n'était pas excellent. Donc tout le staff défensif a dégagé en même temps que lui. Comme je vous l'ai dit, hein, cette défense de LSU, elle était vraiment méconnaissable. On a terminé l'année avec une moyenne quand même, Elio, de 417 yards et 28 points encaissés par match en moyenne. Donc franchement, ça fait très très mal. Et comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, hein, c'est je pense ça qui nous a empêché d'atteindre les objectifs cette année. Donc salut à lui. Franchement, je pense pas qu'on le regrette de sitôt. Par contre, un départ qu'on risque de regretter, Elio, c'est celui de Mike Denbrock, qui était lui coordonnateur offensif. C'est vrai. On l'a dit, hein, c'était LSU l'année dernière, c'était une des meilleures offenses du pays. Tu termines avec Neighbors dans le top receveur. Brian Thomas, on n'en parle pas, mais il a fait une saison extraordinaire aussi. Jaden Daniels, incroyable. Donc tu perds ton coordonnateur offensif qui est du coup lui reparti à Notre-Dame. Donc à voir comment ce départ-là il va être digéré plutôt. Et du coup, on va faire le point justement sur ces changements de coaching, Elio, avec déjà en défense l'arrivée et surtout le retour d'un nom que les fans d'LSU connaissent bien, qui est celui de Blake Baker, qui était en 2021 avec la dernière saison de Ed Orgeron. Il était à l'époque coach linebacker, si je te dis pas de bêtises. Et Brian Kelly avait décidé, ou Brian Kelly ou Matthaus d'ailleurs, avait décidé de ne pas le garder au moment où ils sont arrivés. Donc il était parti 2 saisons du côté de Mizzou, des autres Tigers, où il avait pris un poste de cordeau défensif. Et pour le coup, là, comme tu dis, je pense que Brian Kelly a appris un petit peu des erreurs, c'est-à-dire qu'il a donné entre guillemets carte blanche à Blake Baker pour faire son staff. Et là, on repart vraiment avec un staff all-star du côté de la défense. On a le retour d'un autre nom que les fans d'LSU connaissent très très bien, qui est Corey Raymond, qui est considéré comme un véritable gourou des defensive backs, qui revient du côté d'LSU après un passage plutôt mitigé du côté des Gators. Il revient un petit peu sur la pointe des pieds, mais comme je te dis, en Louisiane, Corey Raymond, c'est vraiment... il possède toujours une aura un petit peu particulière, même pour les jeunes de Louisiane. C'est en grande partie lui qui a été l'un des artisans de la brand, tu vois, DBU à LSU. C'est lui qui a vraiment ramené la plupart des gros prospects qui sont devenus finalement des légendes d'LSU au poste de corner, de safety. Tous les Tyrann Mathieu, tout ça, c'est Corey Raymond qui les a recrutés. Donc c'est vraiment un recruteur élite, en particulier en Louisiane. Donc vraiment, ça a été applaudi par, je pense, une grosse partie de la communauté des fans de LSU. Mais on a aussi une arrivée énorme sur la D-line avec Bo Davis. Alors ceux qui connaissent pas Bo Davis, c'est pareil, une véritable légende du coaching sur la position de D-line. Et surtout, ce qui est bien avec l'arrivée de Bo Davis, c'est que déjà, on en avait énormément besoin sur le poste. On n'avait plus de coach D-line de toute la saison dernière. Mais son départ, ça risque aussi d'affaiblir Texas, donc les Longhorns qui viennent d'arriver en sec. Donc le fait de le récupérer, c'est du win-win dans le sens où déjà, nous, il va nous renforcer, mais en plus, il risque d'affaiblir un de nos concurrents directs. Malgré tout, je pense que Bo Davis va avoir beaucoup à faire étant donné le manque de talent qu'il y a sur la D-line. Il va vite falloir commencer à recruter, mais sur ça, je lui fais confiance.
Et du coup, côté attaque, comme je l'ai dit, Mike Denbrock est reparti à Notre-Dame pour occuper, il me semble, le même poste. Il est reparti pour être coordonnateur offensif là-bas. Mais du coup, nous, pour le remplacer, on a décidé de rester dans la maison et de donner une chance à nos jeunes coachs, à savoir donc l'ancien QB coach Joe Sloan, qui a vraiment fait des merveilles sur le développement de Jayden Daniels. Franchement, ça, on a tous été d'accord pour le dire. Et JD, entre son arrivée et son départ d'LSU, il a complètement changé. Et c'est en grande partie grâce à Joe Sloan. Et donc, c'est un jeune coach et il est nommé justement co-cordo offensif aux côtés d'un autre jeune coach qui est le coach des receveurs, Cortez Hankton. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou à qui ça ne parle pas forcément, Cortez Hankton, c'est l'ancien coach receveur de Georgia. Il a été avec eux l'année du premier titre. Et vraiment, les receveurs que vous voyez sortir de Georgia là, ces dernières années, c'est lui qui les a développés en très très grosse partie. Lui, les tight ends, c'est lui qui les recrutait, c'est lui qui les coachait. On a vu l'année dernière que il a fait du gros taf avec justement Malik Neighbors, avec Brian Thomas. Donc, il continue de développer des énormes talents à chaque fois au poste. C'est un recruteur élite. Et donc, lui et Joe Sloan vont travailler de consort, main dans la main, pour faire tourner cette attaque. Je pense que les deux, ils méritaient d'avoir leur chance, mais comme je t'ai dit, ça reste des jeunes coachs. Ils n'ont jamais encore été cordo off, donc il risque d'y avoir quelques petites erreurs à des moments de la saison. Ce sera normal. Mais je pense que pour démarrer, il y a pire que d'avoir Brian Kelly au-dessus de toi, sur qui tu pourras t'appuyer. Totalement pour ce coaching staff. Au niveau des commits, Ryan, c'est la 7e classe du pays que vous avez là pour la QV 2024. Vous avez un joueur 5 étoiles, il me semble. C'est un D-line. Alors, j'ai perdu son nom. Non, c'est bon, c'est Dominique McKinley qui arrive de Lafayette, donc d'une ville voisine, bien évidemment. Et puis après, vous avez 15 joueurs 4 étoiles. Je ne vais pas les citer. Mais voilà, c'est toujours un recrutement qui est très situé en Louisiane. Vous avez récupéré la plupart des meilleurs joueurs de l'État. Ensuite, vous êtes allé chercher dans le Texas, un petit peu à côté. Voilà, le Mississippi, etc. Ça reste du recrutement très, très local et très intéressant. Vous avez aussi une bonne classe de transfert parce que, alors non, pas une bonne classe, mais il y a pas mal de joueurs, il me semble. C'est la 43e classe du pays et il y a 9 transferts, dont certains intéressants. C'est ça. C'est surtout, comme d'habitude, pour moi, le portail des transferts devient très intéressant quand tu récupères des cibles, tu vois, bien définies. Et pour le coup, c'est vrai que le portail des transferts, on a été actif dessus. Déjà, il y a eu du mouvement côté départ préjudiciable. On peut noter le départ des receveurs Kai Pren et surtout Jalen Brown, ancien 4 étoiles, qui avait quand même pas mal de buzz autour de lui, qui sont partis respectivement du côté de Tulane pour Kai Pren, qui reste en Louisiane donc, et Jalen Brown parti du côté de Florida State. C'est deux gros potentiels qui auraient pu prétendre, je pense, à une place dans la rotation cette saison avant d'envisager peut-être un poste de titulaire l'année prochaine. Finalement, il n'en sera rien. Si leurs départs peuvent effectivement déranger, comme je l'ai dit, ça reste pas des départs les plus graves pour moi, dans le sens où à la position de receveur, on a encore beaucoup de monde. Et que côté arrivée, moi je me frotte personnellement les mains puisqu'on a réussi à récupérer le receveur CJ Daniels, qui l'an dernier a tout explosé avec Liberty. L'an dernier, on parle quand même d'un mec qui a réussi à poster une fiche de 55 réceptions, 1067 yards et 10 TD. Donc je pense que, en plus de ça, on parle d'un senior, donc niveau expérience, ça va, il a ce qu'il faut. Je pense que CJ Daniels va venir et vraiment directement apporter sur cette ligne de titulaire. Après les départs, comme je l'ai dit à la draft de Malik Neighbors et Brian Thomas. Mais par contre, niveau départ qui risque de faire mal, c'est justement en défense, c'est sur le secondary où justement on avait déjà une position loin d'être premium, en grande partie à cause de Matt House, mais qui recrutait pas forcément très bien dessus et qui ensuite avait du mal à mettre les joueurs dans les meilleures situations. Donc c'était déjà compliqué, on perd encore du monde. Donc on perd consécutivement le cornerback Darian Chestnut, qui est de retour à Syracuse après un an. Il venait de transférer justement de Syracuse à LSU. Et malgré un vrai talent, moi je l'adorais vraiment à Syracuse, c'est un très bon joueur. Malgré ce talent-là, il n'a jamais finalement réussi à se mettre au niveau de la SEC. Comme je l'ai dit,
Le gros what if, c'est le coaching staff de Matt House. Est-ce que Chestnut aurait pu être meilleur sous un autre coach? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça ne l'a vraiment pas aidé. Donc, Chestnut de retour à la maison. Et ensuite, on a vu également partir Denver Harris, ancien cornerback 5 étoiles, qui nous venait de Le Texas Gogol A&M. Premium, hein, quand même. Hein. Denver Le Harris, Gogol il avait Premium. tout entre les mains, il a tout fait pour tout perdre et il a tout perdu. C'est exactement ça. Donc, il a rien montré lui non plus cette saison. Et il repart la queue entre les jambes comme il l'avait fait avec Texas A&M. Sauf que cette fois-ci, il retourne lui aussi au Texas, mais pas à Texas A&M. Non, il a un peu de downgrade en partant à UTSA. UTSA qui est une très bonne fac, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas au niveau d'un Texas A&M. Donc, à voir si avec un petit peu moins de pression, il pourra retrouver un petit peu son mojo, parce que 5 étoiles lycéennes, tu les as pas juste en claquant des doigts. Ça reste un joueur qui était très talentueux, mais pour l'instant, en college football, c'est vrai que ça laisse vraiment à désirer. Dans tous les cas, vu qu'on parle d'LSU, ça reste une perte notable. Et enfin, grosse perte, je pense, sur le secondary. LSU perd justement le jeune safety Ryan Yates, ancien safety 4 étoiles, si je dis pas de bêtises, qui finalement, pareil, lui, il n'a jamais réussi à gagner sa place malgré toute sa bonne volonté. Et surtout le fait qu'il y avait de la place justement sur ce secondary. Et du coup, lui, il atterrit du côté des Golden Bears de Cal. Mais pour pallier à ses départs, Elio, LSU a choisi de récupérer quand même quelques jolis noms. Mais pareil, on est sur des talents qui finalement n'ont jamais encore réellement prouvé. On a donc le cornerback Jair Brown qui nous vient d'Ohio State. On a le safety Jardine Gilbert de Texas A&M et le cornerback de Michigan State Jeremiah Hughes. Ces 3 noms que personnellement j'aime bien. Pareil, je ne vous ai pas cité tous les noms parce que comme a dit Elio, il y en a beaucoup. Je vous donne seulement les principaux, ceux qui me plaisent le plus. Donc je pense que ça, c'est 3 noms qu'on va potentiellement voir au cours de la saison, qui vont peut-être même réussir à prendre un poste de titulaire. Donc voilà, il y a eu un gros turnover sur le poste de safety. Au niveau des lignes, la grosse perte pour moi, elle se prénomme Zalance Heard. L'ex-coéquipier de Will Campbell au lycée est arrivé en grande pompe l'année dernière en Louisiane, auréolé d'un statut de 5 étoiles. On l'avait vu faire des grosses déclarations en mode ouais, vous inquiétez pas, de toute façon, moi je vais repousser Will Campbell à droite parce que au lycée, c'est moi qui joue à gauche et on sait tous les deux qui est qui, en gros. Finalement, il a joué par séquence cette année quand il y avait des petites blessures. Il a joué un petit peu à droite. Et je pense que lui, comme nous, on pensait vraiment qu'il pourrait être installé titulaire sous 2 ans. Le seul problème, c'est qu'il y a eu l'émergence au poste de tackle droit d'un Emery Jones qui est de plus en plus solide année après année. Et forcément, mécontent, Zalance a choisi d'inscrire son nom sur le portail des transferts et de partir du côté de Tennessee, donc des Volunteers. C'est selon moi une grosse perte. Après, je m'en fais pas trop. On sait que Brian Kelly est très très bon pour recruter des O-line et surtout pour les former. Donc, je m'en fais pas trop, mais ça reste quand même une grosse perte. Quand tu perds un tackle 5 étoiles, ça fait jamais plaisir. Ouais, c'est clair. C'est clair, surtout que y a de grandes chances de voir soit l'un des 2 tackles qu'on a là, donc Will Campbell ou Emery Jones, partir à la fin de l'année à la draft, voire peut-être même les 2 s'ils font une grosse saison. Donc voilà, ça reste une perte importante du côté des LSU. Sur la D-line, on a les pertes donc des edge, Quincy Wiggins et Jackson Howard, qui pour moi font mal. Le premier, c'est un espèce de monstre physique, et pareil, il n'a jamais eu réellement sa chance dans la rotation. J'en veux beaucoup à Matt House pour ça, quand on voit que notre D-line était loin d'être la plus efficace l'an dernier. Je pense vraiment que Wiggins avait une place à se faire cette année. Et Jackson Howard, ça me fait chier parce que c'était je crois, le meilleur joueur de l'État du Minnesota quand on l'avait récupéré. C'était un joueur 4 étoiles. C'est un mec, franchement, c'est un mec en or. Moi, pour lui avoir parlé un petit peu en DM et tout, je crois qu'Elio, je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas, mais on avait commencé à parler potentiellement d'une interview. Donc pareil, il faudrait que je le relance, mais c'est vraiment un mec en or, donc ça me fait un peu chier. Donc voilà, ça impacte un petit peu notre rotation. Et donc du coup, Quincy Wiggins est parti du côté de Colorado pour rejoindre Coach Prime, essayer de briller un petit peu, alors que Jackson Howard est lui retourné dans son Minnesota natal, où il est parti rejoindre les Golden Gophers. Enfin, on termine rapidement avec le poste de running back.
où LSU a perdu le très bon Logan Diggs, qui nous venait justement de Notre-Dame, qui avait choisi de rejoindre Brian Kelly. Logan Diggs choisit finalement de s'envoler vers Ole Miss, alors qu'on pensait tous qu'il se présenterait à la draft. Donc il rejoint les rangs de l'équipe de Valentin. On perd aussi l'explosif mais fragile Harmony Goodwin. Il s'envole du coup vers l'Alabama. Pas chez le Crimson Tide, il n'a pas assez montré pour aller chez le grand Alabama. Mais il atterrit du coup à Alabama Birmingham, donc UAB pour ceux qui connaissent. Et enfin, dernier retournement de situation en date qui date de la fin de la semaine dernière. On a John Emery Jr., un ancien 5 étoiles, pareil, qui n'a jamais percé à LSU, qui a été gêné toute sa scolarité par des soucis scolaires. Il a vraiment du mal à avoir les notes qu'il faut à chaque fois. Il a plein de problèmes académiques à cause de ça. Et donc, il s'était inscrit sur le portail des transferts assez tôt pour essayer, je pense, d'aller vers une fac qui académiquement lui demanderait peut-être moins de prérequis. Je pensais vraiment qu'il s'en irait et finalement, là, il vient juste de retirer son nom. Il décide de rester à LSU. Emery, c'est un joueur, j'espère vraiment qu'il va réussir à faire quelque chose cette année parce que là, c'est littéralement sa dernière chance. C'est sa dernière saison d'éligibilité en college football. Et vraiment, c'est cette espèce de gogol, mais hyper attachant. Genre, tu vois que le mec, c'est pas un mauvais bougre, c'est juste qu'il est con, en fait. Et je le dis, c'est vraiment pas péjoratif. Quand je le dis, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont dû rigoler, mais vraiment, c'est ce petit gars qui est hyper attachant, qui avait énormément de talent, en tout cas. Et ça n'a jamais pu cliquer, il n'a jamais pu montrer réellement ce qu'il valait. Quand il a été sur le terrain, parfois il s'est blessé, ça l'a encore plus gêné. Enfin bref, le mec a vraiment pas de chance depuis le début, il a du mal, il a essayé de travailler ses notes. Pareil, ça je le sais de sources sûres, de mecs qui sont sur le campus, qui ont essayé de l'aider et tout, mais voilà, c'est juste ce jeune qui galère de ouf. Et j'espère qu'il réussira parce qu'encore une fois, quand tu es 5 étoiles, surtout au poste de running back, c'est que tu as montré des vraies choses. Donc j'espère que ça va cliquer pour sa dernière saison en college football, surtout qu'il y a la place, étant donné qu'on n'a pas réellement de titulaire installé. Mais j'ai quand même des gros doutes. Comment ça va se passer là dans l'effectif, toi, un petit peu vraiment la partie, la vraie partie, excuse-moi, je bégaye un peu, la vraie partie. Non, t'inquiète, il n'y a pas de galère. la... C'est la famille. Non, mais j'en perds mes mots, c'est pas possible. Les points forts de l'équipe, là, au niveau de l'effectif, vraiment, toi, qu'est-ce que tu vois comme gros point fort qui peut vous permettre aller passer ce palier, enfin, aller en SEC Championship l'année prochaine? Bah écoute, justement, il y a des forces, il y a aussi des faiblesses. J'ai envie de te dire, tu vois, on en a parlé au début de la preview, j'avais vraiment une fenêtre de 2-3 ans pour moi, pour cette équipe. Et comme je te le disais, la fenêtre, elle est en train de se refermer parce que là, finalement, il y a un gros turnover qui va se faire. Et la seule chance un petit peu qu'on a, c'est qu'il y a la réforme des playoffs qui vont arriver cette année avec les playoffs à 12. Donc, ça te donne une chance de potentiellement aller accrocher le wagon des playoffs. Mais je pense que ça va être dur. Il y a des forces. Clairement, il y a des forces. Dans les forces que je note toujours, c'est ces receveurs, cette escouade de receveurs qui est très importante. On compte notamment un gars comme Kyron Lacey qui était receveur numéro 3 l'an dernier, qui a souvent un petit problème de drop, c'est-à-dire que souvent il va te dropper une balle hyper importante par match, mais pourtant le mec, on voit que il a tout en fait. Le mec, c'est une star en devenir, tu vois la position, et ça fait 2 ans qu'il galère un petit peu à comment dire, à cliquer, mais le mec, il a montré des choses. Il a montré des choses à l'époque où il était avec les Raging Cajuns, je crois. Il avait sorti une saison à milliard, malgré une offense très tournée vers la course avec Billy Napier. Sa première année à LSU a été encourageante, mais il était encore un petit peu trop vert, tu vois, un petit peu trop jeune. Là, l'année dernière, en tant que numéro 3, c'était quand même un numéro 3. Je suis pas loin de dire élite. Je pense que tu as beaucoup d'équipes dans le pays qui auraient aimé avoir un numéro 3 comme lui. Et là, en fait, tu lui débarrasses un petit peu le plancher de Neighbors et de Brian Thomas. Ça fait de lui littéralement le numéro 1. Et en fait, là, tu lui demandes vraiment de prendre une autre dimension, de retrouver un petit peu ce qu'il était au Raging Cajun. Mais il a vraiment ce petit côté X-Factor où je te dis, ce petit a un truc. Et si juste il réussit à gommer ce petit souci de drop, il y a moyen qu'on parle de lui potentiellement comme très haut à la prochaine draft.
Ensuite, j'en ai parlé un petit peu sur la partie transfert portal, mais CJ Daniels de Liberty, moi je suis fan. Il a tout d'un receveur moderne. Maintenant, comme d'habitude, il va falloir que ça clique. Liberty et LSU, c'est pas pareil, pas le même niveau d'attente, pas le même niveau d'opposition. On a Zevion Thomas qui nous arrive de Mississippi State. On sait qu'à Mississippi State, là, cette année, c'était un petit peu compliqué pour se montrer. Donc pareil, là, s'il arrive, il sera, je pense, receveur 3 ou 4. Il est encore jeune. Il sera peut-être pas le premier à être ciblé par la défense adverse. On a un Aaron Henderson qui nous vient d'Alabama, qui a un énorme potentiel une fois le ballon en main. Le mec, c'est un athlète incroyable. Mais pareil, il faut réussir à lui mettre la balle dans les mains. On a Chris Hilton. Chris Hilton, Elio, tu sais que j'en parle depuis 2-3 ans. C'est une fusée, littéralement, mais une fusée qui n'a pas de main. Donc pareil, il va falloir travailler ça un petit peu comme Henderson. Mais lui aussi commence à vieillir. Donc là, on arrive dans ses dernières chances. À un moment, il va falloir que ça clique. Mais tu sais à quel point le college football, on aime ce genre de profil tout droit, là, vraiment la fusée qui va te faire que des big plays. Ouais. Donc pareil, en fait, il suffit que ça clique avec Nussmeier et c'est un mec qui d'un coup va pouvoir être propulsé dans tous les classements, tu vois, des meilleurs receveurs du pays, un peu à la manière d'un Jalin Hyatt, d'un Xavier Worthy, alors que pourtant il a des vraies limitations. Mais en CFB, ça marche. On a Shelton Sampson, qui du coup va être sophomore ou redshirt freshman cette année, qui est un ancien 5 étoiles ou high 4 étoiles, qui était, je crois, top 3 receveur du pays et numéro 1 en Louisiane, un truc comme ça. Donc pareil, il fait partie de la jeunesse. Est-ce qu'il n'aurait pas une chance, tu vois, de rentrer un petit peu dans cette rotation? Ça, j'en sais rien, mais voilà, on connaît LSU. On sait qu'ils sont capables de produire du receveur. On connaît Cortez Hankton. Franchement, je pense que, ouais, encore une fois, les receveurs, ça va être la force de cette équipe cette année. Autre force dans l'équipe, on a la O-line. On récupère, comme je t'ai dit, Will Campbell et Emory Jones, qui sont deux des meilleurs tackles, je pense, du college football et de sec. Les deux sont très jeunes, hein, c'est leur saison. Je crois que Will Campbell est en true junior, tu vois, et Emory Jones, je ne sais plus si c'est vrai un true junior ou un redshirt junior, mais en tout cas, les deux sont encore très jeunes. Tu récupères deux vieux briscards en façon de parler, hein, bien sûr, au poste de guard. Pareil, tu sais que dans les tranchées au poste de guard, t'aimes avoir ce genre de joueurs un peu expérimentés, peut-être un petit peu plus vieux, mais qui vont au charbon avec donc Miles Frazier et Garrett Dellinger. Cette O-line, la seule interrogation qu'elle va avoir, c'est au poste de centre, où justement tu vas avoir une pièce ajoutée, mais finalement, tu as quand même une espèce de longévité sur cette O-line qui te fait être heureux. On le sait, dans le college football, c'est important de garder ces gars et d'avoir des O-line comme ça qui ont 2, 3 ans, voire 4 ans d'expérience. C'est important, ça fait la diff en fait dans les matchs coup près. Donc la O-line, pareil, j'ai pas trop de peur à avoir sur ça. Et enfin, au poste de linebacker, surtout sur les postes intérieurs, avec le retour du très expérimenté Greg Penn. Je suis pas un de ses plus grands fans, mais ça reste un mec solide, un gros run stopper, gros Mike linebacker. On a Harold Perkins qui va enfin jouer à son vrai poste pour la première fois depuis le lycée. Donc Blake Baker a déjà annoncé que ce serait le linebacker numéro 2 à l'intérieur qui serait un petit peu hybride, un peu à la manière d'un Tyrone Hopper qu'on avait l'année dernière à Missouri. Donc à la fois inside, mais dès qu'il va falloir sortir de la boîte, c'est sûrement lui qui va le faire. Quand tu vas avoir besoin de blitzer ou même de rajouter un mec directement sur la ligne de scrimmage, je pense que ce sera aussi son cas. Donc il y a des chances qu'on voit une saison vraiment très, très importante d'Harold Perkins. On a aussi les frères Weeks, en particulier Witt, le plus jeune des deux, qui est c'est un talent extraordinaire en devenir. C'est l'une des seules éclaircies qu'on a eues dans la défense de Matt House l'année dernière. C'était à n'y rien comprendre de ne pas l'avoir sur le terrain. Son frère, c'est un peu plus un joueur classique, pareil, inside linebacker, solide, c'est correct, mais c'est sympa d'avoir ce genre de gars dans ta rotation. Et côté pass rush, parce qu'on joue avec des linebackers en edge, on a Bradyn Swinson, l'ancien d'Oregon, qui réussissait littéralement à faire des plays à chaque fois qu'il était sur le terrain, mais le problème, c'est qu'il n'était pas souvent sur le terrain. Encore une fois, on va savoir pourquoi. Donc, impatient de le voir. Et on a un gars que je pense que tu connais, Elio, en la personne de Dashon Womack, qui était un 5 étoiles qui venait justement de Baltimore. Ouais. Et même chose, c'est le genre de mec un petit peu comme Witt Weeks et Bradyn Swinson. T'as l'impression que Matthaus voulait pas avoir de jeunes sur le terrain.
alors que on avait vraiment des galères importantes en pass rush et à chaque fois qu'Ouomak était sur le terrain, il apportait un truc. Donc je pense qu'on va le voir jouer beaucoup plus cette année. Et donc voilà, sur les postes de linebacker, je pense que ce sera aussi une des forces de l'équipe. Justement, on va rester vers la défense parce que c'est là où toi, tu situes des grosses faiblesses pour LSU. Ouais, bah clairement, je te l'ai dit, déjà perdre du cordeau, alors que ça soit une Gesmer ou pas, perdre son cordeau, c'est jamais une étape facile parce que ça te demande de réapprendre un nouveau playbook, de réapprendre une nouvelle terminologie. Tu as certains gars qui vont devoir jouer peut-être une même position, mais de manière différente. Donc tout ça, c'est un process qui prend du temps. À côté de ça, bah, D-line et DB, rien que sur ces deux positions, on a potentiellement 7 nouveaux starters. J'en parlais sur la O-line tout à l'heure en disant qu'en college football, avoir de la continuité, c'est important. 7 nouveaux starters sur 11 joueurs, c'est énorme. On a 2 positions avec énormément de questions et d'inconnus auxquelles il faut ajouter, bah, comme je t'ai dit, un nouveau playbook, c'est justement D-line et DB. En plus de ça, il y a peut-être également un petit manque de talent parce que Blake Baker vient d'arriver, il n'a pas pu recruter. Tu as des gars qui sont partis vu que bah, justement, tu as perdu le cordeau qui les a recrutés. Donc, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Je pense que Baker, il va devoir faire des merveilles pour sa première année afin de pouvoir mieux recruter l'an prochain. Mais voilà, je pense que ça risque vraiment d'être compliqué côté défense. Il y a, comme je te dis, 2-3 noms où on est sûr d'avoir les gars sur le terrain. Mais il risque d'y avoir beaucoup de nouveaux noms dans cette défense de LSU. Je ne serais pas étonné. Alors, avant de terminer, de passer au calendrier, toi, tu penses déjà dans un premier temps comment va se dérouler là, cette transition avec, bah, tu l'as dit, hein, Jadon Daniels qui est parti au bout de 2 ans. C'est Garrett Nussmeier qui reprend les rênes. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Nussmeier, comment tu penses que ça peut cliquer là, cette offense? Pour moi, ça va être tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que je reviendrai après dans les pronostics, hein, mais pour expliquer un peu ce côté tout l'un ou tout l'autre. Mais juste à savoir, Nussmeier, tu le sais, moi je suis fan. Je suis fan de Zinzin depuis déjà Ouais, plusieurs tu années. l'attends depuis longtemps. C'est vrai. Ouais, c'est un talent. C'est tout ce que j'aime en fait au poste de quarterback avec ce côté un peu pistolero. Il allume dans tous les sens. Il a une confiance en lui qui est énorme. Mais le problème, voilà, c'est que tu as un changement de QB, tu as un changement de cordeau, tu as ce côté double cordeau, tu vois, où ils sont en co-coordination. Donc, pareil, il faut que ça se passe bien, les trucs comme ça, parce qu'il suffit qu'il y ait un grain de sable et en fait, ça peut vite péter. Est-ce qu'ils vont être capables de bien gérer ça? Est-ce qu'ils vont être capables de mettre les joueurs dans les meilleures positions? On n'en sait rien. Est-ce que peut-être au bout d'un moment dans la saison, tu as Brian Kelly qui va reprendre la main et on sait que Brian Kelly, il aime jouer avec une grosse attaque au sol. C'est une transition, voilà. C'est transition cordeau, QB, receveur. Tu sais, tu as cette petite colonne vertébrale. Donc, je pense que voilà, il a des cibles. Il a une O-line. Je pense que la transition, elle devrait se passer en douceur, mais c'est pas Nussmeier qui va aller te chercher, par exemple, des jeux de 70 yards avec ses jambes, comme pouvait le faire Daniels avec Florida. Donc, ça va être autre chose. Ça va être Ça, autre chose. ça peut faire une grosse diff, ouais, en effet. C'est vrai. Ça peut faire une grosse diff. Et surtout, il ne faut pas oublier que du coup, Nussmeier est techniquement encore jeune. Il est junior, je crois, cette année, mais ça va réellement être sa première année en tant que QB1. Ouais. Il y a ce petit côté aussi manque d'expérience. Donc, c'est une transition. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Moi, je suis confiant, mais je suis biaisé parce que j'adore le joueur. Mais voilà, on sait qu'avec les pistoleros, ça peut aussi exploser en vol. Donc, à voir, à voir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un transfert. Il connaît quand même le playbook, il connaît bien la maison et l'environnement. Il est là depuis longtemps. Tu le dis, c'est sa première saison en tant que titulaire alors qu'il est junior. Mais c'est vrai que tout ce qui est autour, en tout cas, il l'a assimilé depuis longtemps et c'est une meilleure disposition pour moi qu'un QB qui arrive de nulle part, qui est transfert, qui a beaucoup de pression, comme ça avait été le cas pour Jadon Daniels au début, hein. Il a fallu qu'il s'adapte, ça a mis un petit peu de temps et puis ensuite ça a bien fonctionné, mais ça peut aussi aller dans le sens inverse, notamment chez vous, dans la Death Valley. Tu loupes 3 passes, tu entends tout un stade qui te hue, ça fait peur. Voilà, je pense que Nussmeier, en tout cas, arrive dans des dispositions qui sont loin d'être les pires. On va parler de ce calendrier d'LSU 2024. Tu vas me donner un petit peu, toi, tes impressions, tes pronostics, mais aussi les objectifs de la saison
de la saison qui se profile parce que vous avez un petit peu du monde. Alors attends, je me ressors le calendrier devant les yeux. Ça y est, je l'ai. Vous démarrez avec ce match face à USC le dimanche soir. C'est le dimanche 2 septembre parce qu'il n'y aura pas encore de NFL à ce moment-là. Ensuite, vous recevez Nichols, qui est une FCS. Déplacement à South Carolina. Ensuite, à la maison, UCLA, South Alabama et Ole Miss. Déplacement à Arkansas et Texas A&M. Réception de Alabama, déplacement à Florida, réception de Vanderbilt, puis d'Oklahoma, qui sera très intéressant à suivre en fin de saison, là, comme ça, et notamment en match intra-conférence. Toi, comment tu la profiles un petit peu cette saison et quel objectif tu veux en tirer? C'est pas le calendrier le plus difficile qu'on ait connu. Maintenant, avec LSU, tu connais, c'est un peu. Il y a beaucoup de matchs pièges où en fait on est face à des rivaux / équipes semées sur nous. Je pense à Texas A&M, je pense à Ole Miss ces dernières années. On a la rivalité historique avec Arkansas, on a Alabama, on a Florida. Donc en fait c'est pas compliqué. On a UCLA aussi qui aime bien se sortir les doigts contre nous et être un petit peu le Bordeaux Olympique de Marseille où les mecs ils font leur match de l'année contre nous chaque fois. Donc techniquement, tu regardes le calendrier, franchement, je regarde les noms, tout ça, je me dis, franchement, c'est prenable. On a moyen de faire quelque chose, même avec la transition, même avec tout ça. Mais en même temps, tu as tellement de matchs pièges, tellement de trucs, tellement d'équipes qui vont vouloir nous dégommer pour nous dégommer. C'est toujours compliqué. Là, je me dis, dans le meilleur des cas, moi, je vois personnellement un 9-3. 9 wins, 3 défaites. Je pense que, je t'ai dit, des défaites face à peut-être... Florida, ça fait quelques saisons qu'on les tape. Là, ils sont au pied du mur avec un Billy Napier qui a 2 doigts de se faire sauter. C'est le genre de truc, une ambiance de feu. Ils aiment bien, tu vois, ils aiment bien faire ce genre de truc. On a Ole Miss cette année qui a recruté à tout va, qui s'est fait une espèce de dream team. C'est pareil, ça peut être le genre de match qu'on lâche. J'ai aussi entouré, je ne le pense pas, je pense qu'on va le gagner, mais j'ai entouré le match contre USC parce qu'on a vu sous Brian Kelly, ça fait 2 ans. On a beaucoup de mal à démarrer nos saisons, là, 2 fois contre Florida State et là contre USC. C'est à chaque fois, les équipes, j'ai l'impression, elles ne sont pas dedans en week 1. Donc voilà, je pense que sur tout le calendrier, je vois peut-être un calendrier à 3 défaites. Dans le meilleur des cas, comme je t'ai dit, avec ce que j'espère moi, une défense qui s'est un peu retrouvée avec Blake Baker, qui est beaucoup plus agressive, qui joue beaucoup plus vite, beaucoup plus physique, mais qui a toujours, comme je le disais, ce petit manque de talent qui n'aide pas forcément à faire basculer le cours des matchs dans certains gros matchs. Je pense que l'attaque, elle sera toujours correcte, voire même bonne par flash, mais peut-être un petit peu plus poussive que l'année dernière à cause de l'inexpérience des deux cordeaux, comme je l'expliquais. Et globalement, on ressortirait de cette année avec, voilà, on a un bon LSU, mais ça a manqué d'un petit quelque chose, tu vois, pour être au top. Moi, je pense que l'objectif reste, encore une fois, avec ces playoffs à 12, faut que tu te mettes en tête, va jouer le SEC Championship, essaye de remporter la SEC, et normalement, si tu fais ça et que tu t'en sors pas trop mal, tu devrais être dans les 12. Je pense, tu vois. Et ensuite, à partir de là, c'est du match par match, tu prends les matchs les uns après les autres, c'est phrase bateau, mais c'est réel, tu prends les matchs les uns après les autres et tu verras où est-ce que tu atterris. Maintenant, je me dis, dans le pire des cas, tu peux vite glisser vers un 5-7. Et comme je te le disais, quand je commençais à parler de Nussmeier, tu peux imaginer un scénario où la Mayo ne prend pas avec Nuss. Il a ce côté pistolero que moi j'adore, mais comme je t'ai dit, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il est là. Le mec, comme je t'ai dit, il a une confiance en lui qui est illimitée, donc il s'en bat les couilles. Désolé du terme, mais c'est le cas. Et tu sais, on en a vu des pistoleros qui lancent, mais qui commettent trop de turnover et qui, à un moment dans la saison, peut-être même se fait remplacer par AJ Swan, que j'ai pas noté dans les transferts, mais l'ancien QB de Vanderbilt est là. Il a de l'expérience. On sait que lui, pour le coup, il est beaucoup plus safe avec la balle. C'est peut-être une option de rotation, justement, si Nuss, avec sa jeunesse, sa fougue, il fait que des conneries. Tu vois, à un moment, Brian Kelly décide à mettre AJ Swan titulaire pour sauver les meubles. Des receveurs qui déçoivent. Ce qui est d'ailleurs pas dégoûtant, hein. Jess Swan en backup, moi je trouve ça très très bien pour n'importe quel programme de college football. Hein, ah, bien sûr. Moi j'étais content quand on l'a récupéré. Déjà, je l'aimais bien à Vanderbilt et je suis d'autant plus content qu'il soit là au cas où. On le sait, hein, il suffit d'une blessure ou d'un truc, je serais content d'avoir AJ Swan qui rentre, tu vois, en QB2.
Dans mon pire des scénarios, tu peux imaginer des receveurs qui vont décevoir, hein. Je l'ai dit, Kyren Lacy qui n'arrive pas à prendre la suite du duo Neighbors-Thomas, c'est quand même une grosse charge, qui n'arrive pas à régler ses problèmes de drop. Un CJ Daniels qui finalement n'est pas au niveau parce que la marche Liberty, LSU, SEC, elle est trop haute pour lui et donc il se fait éteindre. Un manque de talent en défense qui se fait beaucoup trop ressentir dans une conf où, bah, tu le sais, hein, Elio, mais la moindre erreur, tu vas la payer cash. Et même si la défense, globalement, hein, elle semble meilleure, ça reste trop faible et LSU prend même 2 ou 3 valises, tu vois, sur la saison. Et donc, tu t'en sors avec un 5 victoires, 7 défaites, une impression vraiment mitigée. Et finalement, comme je t'ai dit, cette fenêtre vers le titre qui s'est refermée. C'est voilà, c'est deux pronostics qui peuvent arriver. Donc, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, voilà, je vois actuellement un 9-3 dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai que il y a peut-être moins de confiance que les autres années. On reste quand Et même dans ben, une année de transition, tu vois. mine de rien, moi je vois un 10-2 dans le meilleur des cas et un 8-4 dans le pire. Je m'explique, c'est ultra simple, hein. C'est qu'en fait, comme tu l'as dit en prélude, il n'y a pas d'équipe qui fait réellement peur sur cet emploi du temps, là, sur ce calendrier. Florida, tu te déplaces là-bas, mais pour l'instant, moi, Florida, en plus, j'ai fait la preview, ils me font pas forcément peur. Ok, tu as des Alabama à la maison. Mais Alabama, c'est pareil, c'est beaucoup de points d'interrogation. Tu vois, je vois pas la grosse différence avec LSU à l'heure actuelle. Oklahoma qui peut être dangereux en fin de saison, même si c'est à la maison. On sait pas où ça en sera à Oklahoma à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu le genre de match piège. USC en week 1, moi, j'ai pas du tout peur pour vous de USC. Et puis après, sur le reste du calendrier, là, il y a aucune équipe qui me fait flipper. Si, non, non, excusez-moi. Celle qui me fait le plus peur, non, c'est là où je double coche. Celle qui me fait le plus peur, c'est quand même Ole Miss. Même si c'est chez vous, pour moi, c'est l'équipe la plus complète. C'est l'équipe qui a un coach depuis plusieurs saisons, qui a peut-être qui va enfin être dans sa breakout season, enfin breakout year plutôt. Sachant que, voilà, encore une fois, la SEC, bah, il y a eu tellement de changements que tout peut se passer l'année prochaine. Et je pense qu'Ole Miss va être l'équipe la plus compliquée pour vous à jouer. Mais voilà, je vois vraiment un bilan 9-3 comme toi, tu vois, pour rester juste. Mais je pense que ça peut aller jusqu'à 10-2. Merci Ryan pour la preview d'LSU. Je te Bah, retrouve merci très à vite toi. pour d'autres previews. Bah ouais. Et puis, on se dit à la prochaine, hein, comme d'hab. Salut mon Ryan. Ciao, ciao.